Rebonjour tout le monde, bienvenue dans cette partie 2 du Canadien de Montréal, saison 2022-2023. Moi et mon collègue Olivier Lecourt, comment ça va, Olivier? André, bien, toi. Ouais, hein? À date, la partie 1, t'en as pensé quoi pour le moment? Numéro un, je me rends compte que, évidemment, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Canadien en profondeur, puis je pense qu'on pourra parler pendant des heures. Justement, nous allons continuer. Pour eux qui ne l'ont pas vu dans la partie 1, on a parlé de l'entre-saison du Canadien. On a même donné un bilan de fin de saison avec nos notes. Maintenant, on se retourne, on regarde vers le futur et on va vers la saison 2022-2023 avec le petit move, là, c'était bon. Ça va être dans la saison 2022-2023 avec tous les échanges qui s'est passé. On les a énumérés. Maintenant, on va en parler de long et en large. Oli, vas-y sur le groupe d'attaquants. Ben, c'est ça. Comme on a parlé, on a débuté la conversation durant la partie 1. Oui. Actuellement, je trouve qu'on a un très bon line-up. Jeune, manque d'expérience, mais je trouve qu'on a un bon line-up. Cependant, là, je me pose beaucoup de questions parce qu'on a une congestion pour la ligne de centre. Et j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, ce qui va se passer. Aujourd'hui, on l'a vu, on en a parlé un peu tantôt. Est-ce qu'on peut l'aborder tout de suite? Oh oui, vas-y. Bon, on a vu le nom de trois joueurs qui seraient sur le marché des transactions, soit celui de Armia, Hoffman et Dvorak. Trois noms Quelle qui, surprise. c'est ça, trois noms qui, selon moi, selon toi, n'est pas surprenant qu'on les retrouve là. Dvorak, selon moi, c'est le premier qui devrait partir parce que justement, avec toutes les acquisitions qu'on a faites, je pense que s'il y en avait un qui a plus sa place dans cette formation-là, c'est clairement lui parce que Dvorak, au salaire qu'il coûte, ne peut pas jouer sur une quatrième ligne. Effectivement. Et Puis quand on a fait l'acquisition de Chambonnan, petite parenthèse, quand on a fait l'acquisition de Chambonnan, j'étais sûr que c'était lui qui partait. oui, ben, mais moi de même, j'étais convaincu, ben, justement, on se textait cette journée-là, puis les deux, je Mhm. pense qu'on était d'accord là-dessus. Faut pas que tu oublies peut-être Jake Evans aussi. Je sais qu'il peut jouer à l'aile aussi, mais c'est un joueur de centre à la base. Puis on a vu qu'il peut jouer de très, très bonnes minutes et être très important aussi pour certains face-offs. Fait que, honnêtement, là, j'ai un petit peu de misère à comprendre parce que moi, quand on a fait l'acquisition de Kirby Dak la journée du draft, je pensais que c'était pour qu'il devienne le deuxième joueur de centre en arrêt de Nick Suzuki. Moi Là, aussi. avec l'acquisition de Sean Monahan, je me pose certaines questions parce que Sean Monahan, c'est déjà un joueur de centre bien établi dans la Ligue nationale Mhm. qui peut jouer facilement le rôle de premier centre. Là, déjà, là, il va se retrouver deuxième joueur de centre. Je sais qu'il revient d'une blessure, qui ne sera peut-être pas à son niveau de jeu qui est supposé être. Fait que peut-être qu'il va débuter la saison au troisième, sur la troisième ligne. Reste que quand même, Kirby Dak et Sean Monahan, c'est deux gars de potentiel deuxième centre sur une ligne. Donc, il y a comme une certaine congestion. En tout cas, je me pose certaines questions. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Puis, si on regarde ça, du côté, même si on se dit, ah, Kirby Dak peut jouer à l'aile, Evans peut jouer à l'aile, il y a une congestion pareille. Christian Novorak n'est pas un gars de troisième trio. Là. Ben, oui, dans certaines équipes, mais mettons, dans une équipe de reconstruction, Dvorak peut jouer sur un deuxième trio de manière solide. On l'a vu en Arizona, ce qu'il est capable de faire. T'sais, mais admettons, dans une équipe comme le Lightning, Dvorak, oui, serait un gars de troisième trio, il remplirait très bien sa job. Mais le Canadien a fait des acquisitions. Dvorak est rendu très échangeable. Donc, c'est à voir là-dessus. Du côté des alliés, même chose. On a un surplus d'alliés. Le Canadien en attaque a un salaire de 57,8 millions qui est relié seulement aux attaquants. C'est plus que le 4 joueurs des Maple Leafs de Toronto. On a 12 attaquants, ça fait quasiment le salaire, ça fait un petit peu plus que le salaire de 4 joueurs à Toronto. On voit où est-ce que le Canadien est capable de balancer son argent. Ça ne choque pas non plus. Mais, mais on regarde pour vrai du côté de l'aile. Et c'est l'enfer, là. On a des Mike Hoffman. Bon, OK, oui, c'est plus le Mike Hoffman d'Ottawa, là. Mais ça reste Mike Hoffman, Josh Anderson, Joel Armia, bon, Paul Byron, qui est quasiment en chaise roulante, Jake Evans, Rem Pitlick, Cole Caulfield, Petzetta. On a beaucoup de joueurs, et sans oublier Drouin aussi, qui est capable de jouer sur un haut trio. On a une congestion au centre. Quelle est la solution? Quels sont les trios? C'est ça, parce que souvent dans les équipes que tu vois, tu sais, ceux qui, mettons, qui acquièrent des joueurs de centre ou etc.,
sont capables d'amener un gros joueur de centre à jouer à l'aile parce que tu dis, ah, ben, tu sais, il est polyvalent, il peut jouer à 2 types de positions. Mais nous, même si on fait ça, puis oui, c'est vrai qu'on est les joueurs pour le faire, mais il y a une congestion. Puis c'est là que ça me ramène à la question de est-ce que Montréal a un line-up qui fait si dur que ça? Parce que si on est Pas bien, non. autant boosté que ça, ben dans le sens boosté, si on a autant de profondeur que ça, on en parlait dans la première partie, la profondeur, c'est ce qui t'amène à aller plus loin en saison, à aller plus loin en série, puis à pouvoir avoir des chances de remporter la Coupe Stanley. Montréal, actuellement, a cette profondeur-là, mais c'est l'expérience qui manque. Ben, en tout cas, là, le problème, ça va être dans les filets, là, mais c'est un autre débat. Mais c'est sûr qu'il y a des transactions qui vont falloir qu'ils se fassent parce que c'est de la masse salariale qui est occupée pour aucune raison actuellement. Exactement. Des gars comme Joël Armia, ça ne fait plus partie de la formation. Je te le dis tout de suite, ça n'a plus de lien dans la formation. Puis, si on s'amuse vite dans le passage aux défenseurs, quels seraient tes trios? Moi, ce qu'on dit chacun notre tour. Si on passe sur le premier trio du Canadien, quel est ton premier trio? On va juste les dire, sans expliquer, on s'expliquera si jamais il y a une surprise. Pour moi, le premier trio, c'est le trio des jeunes. Fait que Suzuki, Caulfield puis Slafkovský. Wow! OK, Slafkovský, pour toi, est déjà prêt à jouer contre les meilleurs trios de la Ligue nationale. Oui. La maturité, justement, que j'en parlais dans la première partie, la maturité qu'il m'a montré depuis le début. Ben, en tout cas, tu sais, on en parle pour en parler maintenant. On n'a pas encore vu le camp d'entraînement, on n'a pas encore vu les matchs préparatoires, rien. Mais pour l'instant, moi, je le fais jouer avec Suzuki et Caulfield. Si tu veux vraiment, excusez de dire ça, mais si t'en as vraiment rien à foutre cette année de gagner, là, fais les jouer ensemble tout de suite pour établir la chimie. Moi, j'y vais avec un bon vieux Anderson, Suzuki, Caulfield. On y va avec un trio qui fonctionne, on l'a vu, ils s'entendent super bien les trois. Ouais. Pourquoi pas continuer avec ça? Excellent trio. Deuxième trio, tu as quoi? C'est ça. Là, il pourrait y avoir plusieurs choses qui pourraient changer. Encore une fois, ça va dépendre de leur camp parce que c'est sûr que je peux mettre Kirby Dack ou Sean Monahan sur le deuxième centre. Ouais. Mais en raison des récentes performances puis de sa blessure, je vais mettre Kirby Dack sur la 2 avec Josh Anderson puis Jonathan Drouin. Wow, c'est un bon trio, ça, là. Moi, j'y vais avec un Sean Monahan au centre aussi, avec Drouin aussi, mais avec un Kirby Dack à l'aile pour commencer la saison. Il a déjà prouvé qu'il est capable de jouer à l'aile droite. On va voir ce que ça donne. Pour moi, ça, c'est mon trio un petit peu de science. On essaye des choses là-dessus. Puis, c'est des gars qui peuvent jouer sur un deuxième trio, évidemment. Oui. Si on va sur un troisième trio maintenant. Là, j'aurais un Sean Monahan au centre avec Gallagher. Et là, ça va dépendre des moves qu'il va avoir, mais Hoffman. OK. Tu vois, moi, j'y vais dans le même sens que toi, mais vu que moi, mon âge, j'ai mis au deuxième, je vais mettre Vorak au troisième trio. Hoffman, Vorak, Gallagher, ça peut faire un beau trio, selon moi. Moi, de Vorak, je suis tellement persuadé qu'il sac son camp que je ne l'ai même pas mis dans mon line-up. Non, mais je suis pour débuter la saison. Ah, non, moi, il est juste pas là tout court. OK, ouais. Donc, qui est ton quatrième trio? Mon quatrième trio, là, c'est Jake Evans, mais ça me rend triste de le mettre là parce que honnêtement, ce gars-là, il a tellement progressé au cours des 2 dernières saisons qu'il mérite de jouer plus haut que ça. Mais il tombe là comme par forfait, si tu veux, parce que c'est la pièce la plus facile à déplacer sur la quatrième ligne. C'est ça. Donc, je mets Jake Evans, là, même si j'ai dit que je pense pas qu'il va jouer, qu'il n'y ait plus rapport là, je mets Joël Armia. Puis, je mets notre bon vieux Dadonov. Ah ouais! Mais, encore une fois, c'est dur à dire actuellement parce qu'on n'a pas encore vu le camp des recrues à faire, le camp des préparatoires à faire là. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a un jeune du genre de Yessi Ilonen ou Raphaël Harvey-Pinard qui peut se tailler une place avec l'équipe. Puis tu vois, moi, mon quatrième trio, je joue avec un Jake Evans, Rem Pitlick. Oui, c'est vrai, je ne l'ai même pas nommé, lui. Rem Pitlick et Pezzetta. Selon moi, Dadonov va commencer la saison dans les estrades en compagnie de Armia et de Tipol. Ben, moi, je suis d'accord pour le Pitlick. Lui, je l'avais complètement oublié. Puis sur le site que je suis actuellement, je ne l'ai pas vu dans les noms des joueurs.
sûrement parce qu'ils n'ont pas update. Mais en tout cas, je mets Pitlick avant Dadonov, moi aussi. Mais je laisse Armia tout de même sur la quatrième. Mais encore une fois, Armia, on l'a vu, autant qu'il peut jouer 5 games qui a l'air d'un Finlandais qui sort du premier trio puis qui a l'air d'une légende, ou il peut te montrer que c'est un gars qui a de la misère à avancer avec la rondelle. C'est ça. Fait que, le cas d'Armia, c'est compliqué. Dans le cas de Pezzetta, ben, c'est un bagarreur, présence physique, gros gabarit. C'est ce qu'on cherche dans un quatrième trio, selon moi, encore en 2022. C'est pas un Protection quatrième des trio, jeunes. tu as toujours besoin d'un gars physique. Protège les jeunes. Exactement. Maintenant, on part en défense. La défense, en ce moment, pour les Canadiens, coûte 14,4 millions de dollars. On a Michael Matheson, Joel Edmondson, David Savard, Justin Barron, Jordan Harris et Chris Wideman. La question est-ce que toi, c'est ces 6 défenseurs-là qui vont commencer avec le Canadien? Maudit, tu m'en poses des bonnes. Mais c'est parce qu'encore une fois, je vais encore répéter la même affaire qu'on répète depuis tantôt. Mais encore une fois, ça va dépendre du maudit camp d'entraînement, de comment que ça va se dérouler. Puis, on a toujours des surprises dont on ne sait pas de qui est blessé, qui est. Fait, il va peut-être avoir certaines blessures qui vont être retardées puis que certains ne pourront pas jouer. Mais oui, les noms que tu m'as nommés, c'est ceux que je vois débuter la saison. Ah ouais? Ouais. Donc, on va le voir en faisant nos duos de défenseurs. Quel est ton premier duo? Ben, mon premier duo serait. Ça me fait chier de dire ça, là. Ben non, je vais pas dire ça parce que je m'en allais dire que je mettais Savard sur la première, mais je ne sais pas ça. Je vais mettre Baron avec Madison. Oh! OK, on commence un jeune sur la première paire. Mais c'est parce qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est que je sais qu'il y en a plusieurs, que quand on a fait l'acquisition de Madison, il y a plusieurs analystes qui ont parlé que Madison pourrait faire une paire avec Savard. Ouais. Sauf que ce que j'aime pas, c'est que ça fait 2 vétérans ensemble, puis on parle justement qu'on a des jeunes défenseurs qu'on veut développer. Moi, je trouve que pour qu'un défenseur puisse se développer pleinement, un défenseur comme Baron qui aime beaucoup appuyer l'offensive, ça te prend un défenseur plus expérimenté, vétéran, qui est capable de couvrir ses arrières. Puis je pense qu'un Baron avec un Madison, ça pourrait faire une bonne paire. Tu vois, moi, j'y vais du côté des analystes, j'y vais avec Mike Matheson et Joel Edmondson comme première paire. C'est une bonne paire capable de jouer des deux côtés de la patinoire. Bon, Edmondson beaucoup plus défensif que Matheson, mais quand tu as des premiers trios, je veux quand même de la compétition. Je veux pas juste des recrues qui vont faire des erreurs. Je dis pas que les recrues vont juste faire des erreurs. Mais quand tu affrontes des premiers trios, tu affrontes des meilleurs joueurs. Donc, j'aime mieux avoir de la sécurité à ma première année. Dans ton deuxième duo de défenseurs, qui sont-ils? Je mets Edmondson et Savard. OK. Là, je te mets la paire. Mais tu sais, encore là, une fois. Là, tu as ma paire de vétérans. C'est ça, mais tu sais, encore une fois, les coachs, souvent, ce qu'ils disent dans les dernières années, c'est que les paires et les trios ne fonctionnent plus exactement. Ils vont plus avec les confrontations. Fait que peut-être qu'un soir, ce duo-là, Edmondson-Savard, va être ta première paire de défense parce qu'on joue contre Crosby, mettons. Tu vois, moi, ma deuxième paire, c'est Justin Barron et Caden Goulet. Ah ouais, mais là, moi, j'ai dit qu'on ne changeait pas le line-up. Là. Fait que là, Goulet, je ne l'avais pas mis dans mes affaires. Ah, mais moi, je t'ai dit que j'avais une surprise. Moi, je l'ai dit. J'ai dit, est-ce que c'est ça que tu voyais? Tu m'as dit oui. Oh. Moi, Caden Goulet et Justin Barron ont joué ensemble au championnat mondial junior, ont fait un excellent travail. Bon, oui, ils ont joué contre des gars de 17 ans, puis pas contre des Sidney Crosby qui en ont 35 et qui ont beaucoup d'expérience. Mais selon moi, c'est une paire déjà qui se complète. Barron, un défenseur capable de jouer en attaque. Caden Goulet, on le compare dans son style de jeu à Shea Weber. Je ne dis pas que c'est Shea Weber, mais on comprend le fait qu'il est solide en défense, extrêmement mature, capitaine d'équipe Canada, entre autres. Donc, selon moi, Caden Goulet a pris un autre step dans son développement et il peut être un défenseur de deuxième paire à son entrée dans la Ligue nationale. Ce qui nous amène à ta troisième paire qui est composée de... Wideman et Jordan Harris. Ah ouais! Tu vois, moi, je vais avec Wideman et David Savard. Ouais, mais c'est ça. Non, moi, j'aime l'idée, mais Savard ne jouera jamais sur une troisième paire. En tout cas, pas cette saison. Oui, c'est vrai. T'sais, moi, il y a peut-être un petit peu de fantaisie là-dedans,
Mais moi, je me dis que c'est bien d'avoir deux jeunes. D'après moi, Jordan Harris, j'aime mieux le voir sur une première paire à Laval que sur une troisième paire à Montréal. Pour son Ouais, mais moi, c'est développement, sûr j'aime mieux ça. qu'Harry, je le vois là, mais moi, c'est savoir que j'ai de la misère à voir sur une troisième paire. Je me le vois plus dans un top 4. C'est ça. Moi, savoir, ça ne me dérange pas qu'il soit là. On l'a vu l'année en début de saison passée, c'était assez compliqué. Il a connu une bonne fin de saison malgré tout, il faut y donner. Ce qui va continuer cette lancée-là, j'espère pour lui, pour qu'il joue avec plus de temps de jeu sur une deuxième paire. Mais selon moi, Goulet va se démarquer au camp des recrues et va prendre sa place sur Je la le deuxième paire. souhaite vraiment. De tout cœur, je le souhaite. Et Mais maintenant, si tu dis qu'on y va avec un peu de fantaisie, moi, je mettrais Logan Mayo dans la formation. ah, c'est une blague ou c'est vrai? Non, à Laval cette année. OK. Oh, ça reste que tu crois que Logan Maliou va faire un saut à Laval. Oui. OK. Peut-être pas toute la saison, mais je Un pense qu'il va avoir stage, sa mettons. chance. C'est ça, un stage. Oui. OK. Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Maintenant, c'est calice. La question des gardiens de but. Ouais, là, on tombe dans le bout de la merde, toute chose. Là, on tombe loin. Là, on est loin. Ben, en fait, c'est le point faible du Canadien cette année. J'ai même pas. C'est là le point faible. Le plus gros bobo du Canadien, il faut mettre un plaster dessus, c'est du côté des gardiens de OK. but, selon moi. Toi, tu mets juste un blaster là-dessus. Ah non, moi, c'est une opération à cœur ouvert, là, ce soit le gardien de but. Ben, en fait, le plaster, moi je dis plaster parce que, bon, là, certains vont dire mais C'est très précis, ça. le plaster, moi je dis plaster parce que je pense que Carey Price, Non. bon, Non. c'est ça que je te dis. Bon, mais d'abord, c'est une opération, OK? C'est simple comme ça. OK, je sais que tu disais que Price, il allait revenir. Et j'étais là, non. Mais non, non, parce qu'une opération, tu sais, bon, là, on n'ira pas des affaires de médecine, là, style, là. Non, il n'est Mais pas dans le médecin. sens qu'une opération, c'est que c'est comme à vie, tu sais, tu fais un Ouais. changement à vie. Moi, je sais que Price ne sera pas là pour la saison, mais je pense pas qu'il y va autant pour la retraite. Non. Bon, fait que c'est un plaster que tu as besoin. C'est temporaire. Ouais, OK, je comprends ton point. OK, ouais. C'est dans ce sens-là que je disais le plaster. C'est pour ça. OK, OK. Donc, est-ce que ton duo de gardiens est Jake Allen et Samuel Montembeault ou tu me sors une surprise? Bye bye, Allen. Bye bye Allen! Ouais. Wow! Donc, qui Ben, est ton premier gardien ou ton moi, deuxième? tu sais qu'à la base, Jake Allen, en tant que premier gardien de but, j'ai eu beaucoup de misère avec ça. En tant que deuxième, je l'apprécie énormément. Ah, Mais on se souvient des gens sur la chaîne, le nombre de fois que Oli a pété sa coche à Jake Allen, ça en oui, vaut la peine pour lui. exactement. Jake Allen, comme deuxième gardien de but, je le prends dans n'importe quelle équipe parce que c'est un excellent goaler avec une bonne expérience. Comme premier goaler, jamais. Jamais, jamais, je ne veux pas toucher à ça. Puis cette année, je ne veux pas le voir encore goaler 50 matchs ou 60, peu importe, je ne veux pas le voir. Ouais, mais encore là, dans une course pour Connor Bedard. Non, non, non. Justement, si tu me dis que tu veux une course pour Corner Bedard, le nombre de personnes qui vont défendre Jake Allen en disant que c'est un vétéran, que c'est un ci, que c'est un ça, ben, tu fais jouer tes deux jeunes dans ce temps-là. Puis je vais t'expliquer pourquoi que je tasse Jake Allen. Premièrement, il a une très bonne valeur actuellement sur le marché. Mhm. Et je m'excuse, mais avec toutes les rumeurs qu'on a entendues, ce serait un autre choix de premier tour qu'on pourrait aller chercher. Et ça, c'est très intéressant. Presque. C'est très, très intéressant. C'est encore une excellente monnaie d'échange. Et après, ma deuxième explication, c'est Kaylin Primo. Comme tu l'as dit, j'ai assisté à beaucoup de matchs du Rocket en série. Et sérieusement, ce gars-là, là, il a pris son step de plus. Je trouve qu'il a vraiment pris un niveau de maturité, un autre niveau de maturité par rapport à ce qu'il était au début de la saison. On se rappelle, il y a eu 2-3 games avec le Canadien de Montréal. Il a Ouais. été décevant. Il ne faut pas le dire, il a été décevant. Mais je trouve que là, en fin de saison et en série, il a gaulé de très gros matchs pour permettre aux Rockets d'aller aussi loin en série. Et honnêtement, de ne pas lui donner sa chance en début de saison, ça serait. Ben, en tout cas, moi, je pense que ce serait de brimer sa confiance aux jeunes parce qu'actuellement, il est en confiance. Je pense qu'il connaît ses moyens. Justement, il est conscient de la chance qu'il a actuellement vu que Price ne goalera pas. Je pense que lui, c'est à lui d'assaisir, mais aussi à l'état majeur du Canadien de laisser une chance à Kaylin Primo. Tu vois, moi, dans le cas de Primo, j'aime mieux avoir la patience. Je veux voir ce qu'il a fait en série.
est capable de le faire en saison avec Laval. Pour l'instant, oui, pour moi, Jake Allen va partir du Canadien, mais à la date limite des transactions, selon moi, je le vois devant le filet du Canadien. Bon, il va être blessé pendant 36 matchs comme l'année passée, mais je, je le vois quand il peut devant le filet du Canadien. Je crois ce duo-là, pour Allen, affiché un taux d'efficacité, si je me souviens bien, de 908 avec une équipe qui était autant mauvaise. C'est pas statistique, tu l'as dit, ça donne une excellente valeur à ce gardien-là. Et d'après moi, il est capable de ressortir ces numéros-là, ces chiffres-là, avec le Canadien de Montréal. C'est à voir. Et maintenant, sur une note globale, tu noterais combien les Canadiens aujourd'hui, sur papier? Avec le line-up qu'ils ont actuellement, Oui. euh, Ah, ça peut pas être haut, là. un B-. B-. Ouais. Ça, moi, je vais avec un C, la moyenne. Ben, j'hésitais entre C et B-, là, mais ouais, B-. C'est ça. Moi, je vais avec C. Moi, je vais avec la moyenne. Bon, oui, il y a des gros noms, sont plus établis pantoute. Pour aller faire une course à Connor Bedard, je trouve ça intriguant, les joueurs qu'on a, parce que c'est pas avec Monahan que c'est une course à Bedard habituellement. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer sur la glace. Cela nous amène à que penses-tu qui va arriver à la date limite des transactions? J'en ai glissé un mot tantôt. Qui va être sur le départ? Le nom de Jake Allen, je trouve ça intéressant Ouais. parce que ça va nous permettre, rendu à la date limite de transaction, de voir où est-ce que le Canadien est rendu. C'est quoi nos possibilités aussi. Puis souvent, à la date limite de transaction, c'est là que ton joueur, tu peux te permettre de le vendre plus cher, puis que c'est là que l'expression me le permet. Tu as le plus gros bout du bâton parce que l'équipe qui va être à la porte des séries, qui va vouloir un bon deuxième gardien d'expérience, puis parce qu'ils ont des blessures ou quoi que ce soit, Jake Allen peut être vraiment attirant pour une équipe, puis ça peut la faire surpayer, puis ça, on va pouvoir en profiter. Mais j'ai l'impression que ça va dépendre de où est-ce que le Canadien va se situer. Et voilà ma prochaine question. Le Canadien, tu t'attends à une quelle position sur 32 équipes dans la Je Ligue suis nationale? vraiment, je suis indécis. Il y a exactement, je pense, ben, c'était le lendemain du draft. C'est le lendemain du draft ou 2 jours après, j'ai fait juste pour le fun avec Henri, on a fait notre classement avec les équipes. Et puis, j'avais classé le Canadien 20e de la Ligue Wow! nationale. 20e. Et Henri, je tiens à le mentionner, avait placé le Canadien, sans le savoir, c'est pour ça qu'on regarde nos feuilles, 20e. Les deux, Wow! on avait placé le Canadien de Montréal 20e. Cependant, et ça, c'était avant de savoir l'acquisition de Sean Monahan. Et là, je vois les jeunes qui se débrouillent très, très bien. C'est parce que je n'ai pas parlé trop vite, là. Mais Ouais. moi, je pense que Non, si chacun fournit ce qu'il a à donner, non. qu'on a un Jonathan Drouin en forme et qui produit, je vois le Canadien, je ne vais pas dire faire les séries, mais se battre pour les séries. Quoi? Oui, Quoi? ouais. Tu Parce que, vois? justement, on en a parlé, Big, dans la première partie. Tu regardes le line-up qu'on a offensivement, on a tous des joueurs qui peuvent produire. On a vraiment un bon apport offensif. Après ça, on regarde défensivement. On a un mélange de jeunes et un mélange de vétérans. Si chacun est capable de jouer le rôle qu'il a à jouer, d'être performant puis d'être stable à la ligne bleue, honnêtement, je vois la ligne bleue très solide. Et après ça, le problème qu'on avait dit, c'est dans les filets. Mais c'est un Jake Allen. Jake Allen qui peut gauler, admettons, avant la date limite de transaction. Je vais dire n'importe quoi, là, mais je ne sais pas comment ils vont répartir les tâches avec Montembeau, mais qui peut te gauler un 30-35 matchs qui peuvent être de qualité. Mhm. Ça peut être de qualité. La seule différence, ça va être le nombre de tirs qu'il va recevoir. Parce que si on reçoit encore 45 par game, ça ne marchera pas. Mais si on est capable de fermer notre jeu, le Martin Saint-Louis va être capable d'établir son vrai système de jeu. Puis on l'a vu en fin de saison, ça a fonctionné très, très bien. Mhm. Honnêtement, je te le dis, Martin Saint-Louis est arrivé, ses valises sont défaites, il va établir son système de jeu. Les jeunes ont confiance en lui. Tout le monde, il y a une belle chimie dans la chambre. Si tu mets Brendan Gallagher capitaine, on est en business, puis le Canadien va être en bataille pour les séries.
Fait que tu es en train de me dire que selon toi, le Canadien va se battre pour les séries. Mais écoute, Est-ce le partisan qui parle? Ou un non, rêve? pour être honnête, je suis mitigé. Je suis entre les deux. Je vois autant le Canadien, genre, on va le savoir dès le début de la saison. Parce qu'actuellement, je te le dis, je suis en partagé. Je vois d'un côté le Canadien qui se bat pour les séries ou le Canadien dans le champ marin. Il n'y aura pas un entre-deux. Ça va être soit le Canadien très proche d'une place en série ou même en série Mhm. de sa peau du cul, ou le Canadien dans le champ marin qui va être dans les. Mais ça va Toi, encore une fois, ça va même dépendre des blessures. c'est ça, tu vois, moi, malgré, admettons, une équipe en santé, je trouve l'équipe trop dysfonctionnelle, malgré les noms qui sont là, on l'a vu l'année passée. Il manque des choses, je ne mets pas ça sur la faute de Saint-Louis. Il manque quelque chose sur l'apport de l'équipe, sur l'offensive, dans la défensive, qui est quand même poreuse, on s'entend là-dessus. Euh, Selon moi, le Canadien finira maximum 25e au classement général. Je m'attends à une saison décevante. Bon, décevante en termes de performance, mais très bonne en termes de Connor Bedard. Mais pour vrai, je ne m'attends pas à grand-chose. Selon moi, les départs qui vont se faire sont le départ de Dvorak, Allen et Jonathan Drouin, que ça fait 3 ans, Ali, tu me connais depuis longtemps. Tu sais que Drouin, depuis quelques années, j'ai lancé l'éponge dans son cas depuis très longtemps. Selon moi, c'est les 3 départs qui vont arriver. Le Canadien finira 25e. On va repêcher probablement 6e au total. Je vais voir une progression. C'est ça, je veux qu'il y ait une progression, que les jeunes jouent bien, qu'il y ait un schéma qui est en train de se dessiner tactiquement, mais qu'il y aura encore du chemin à faire. Mais je veux voir une mini progression cette année. Moi, en autant qu'il y a une progression, je vais être content. Ah, c'est ça. En fait, même si on ne fait pas les séries, moi, je m'attends avant tout à du bon hockey. C'est Ouais. le plus important, c'est pas, je ne vais pas dire un bon spectacle, parce qu'un bon spectacle, ça peut être une game qui finit 7-6, puis même si tu gagnes 7-6, la game, ça peut avoir été de la marque de A à Z, puis tu gagnes parce que tu jouais contre, je dirais pas une sorte de Buffalo, parce que le Montréal n'est pas capable de débattre, mais je vais dire une autre équipe, là. Les Coyotes. Bon, un Coyote. Mais tu sais, je n'ai même pas envie de dire un bon spectacle, parce que justement, un 7-6, c'est trop de buts accordés, puis on a beaucoup de jeunes, ça veut dire que ça serait beaucoup d'erreurs de la part de nos jeunes. Donc, honnêtement, juste du bon hockey. Qu'on puisse C'est voir ça. nos jeunes avoir du temps de glace, mais ça, je ne suis pas inquiet parce qu'honnêtement, Martin Saint-Louis leur fait confiance, leur donne le temps de jeu. Fait que j'ai vraiment juste hâte de voir la qualité, le temps de glace que les jeunes vont être capables de nous offrir, puis à quel niveau on va être rendu. Parce que ça va aussi nous aider un peu à nous guider. Parce que on peut prendre par exemple les sortes de Buffalo, ça fait 12 ans qu'on parle, ouais, les autres, ils ont un bel avenir, puis les jeunes, Ouais. ils en ont beaucoup de prospects, mais on dirait que les jeunes n'arrivent jamais comme à faire une place dans la formation parce qu'ils sont comme jamais prêts. Nous, ça fait comme 3-4 ans qu'on parle de jeunes qui poussent dans les ligues suédoises, finlandaises, peu importe, Mhm. collégiales. On en entend parler parce qu'on dit ils vont être prêts dans pas long. Ben, on est là. Ces C'est gars-là ça. là, sont là. Cette année puis l'année prochaine, c'est leur temps. Puis justement, on est en train de changer dans une phase où est-ce qu'on retourne plus en phase jeunesse. Fait que là, ça va être à leur tour de se faire une place dans la formation. Fait que cette année, j'ai vraiment hâte de voir on est rendu où dans cette progression-là puis dans cette phase-là. Tu vois, j'ai hâte de retourner à ce podcast-là quand la saison va être, admettons, à son milieu. Juste voir qui a le plus raison entre toi qui dit que le Canadien peut se battre pour une place en série et moi qui dis que non, il y aura une progression, mais on va finir à peu près entre 28 et 25e au total. Il nous reste 9 minutes, on a le timer justement. Je te veux maximum 7 minutes, le temps de faire le mot de la fin après. Carey Price. Est-ce qu'on retire son numéro ou non? Est-ce qu'il y a tant de la renommée ou non avec Jesus Price? Oui. Pour moi, ce n'est pas une question. Je t'ai beaucoup, tu sais, tu as fait une émission la semaine passée à PPN. Bon, on Euh, ploie, Yosti. oui, exact. Non, mais pour vrai, tu sais, durant toute cette émission-là, j'ai écouté, puis j'ai participé, je n'ai parlé avec toi aussi. Bon, autant tu
que tu en parlais, tu disais que Carey Price, c'était le joueur que tu as grandi en regardant jouer. Ben moi, c'est la même chose exactement. Moi, c'est Price. J'ai aussi Gallagher. Ouais, ça paraît un peu. Non, c'est ça. Gallagher, pour vrai, pas Gallagher, Price. Price, depuis que je suis tout jeune, je le regarde jouer, puis ce gars-là, ça a toujours été un modèle pour moi. Puis je veux dire, il y a une statistique cette semaine qui est sortie justement qui montrait que dans les 15 saisons que Price a gaulé, la seule saison, c'est à sa saison recrue qu'il a eu un joueur avec 80 points et plus, qui était Koivu? Alex Kovalev. Kovalev, pardon, Kovalev. Tandis que du côté de l'Avalanche, cette année, il y en avait 4. Donc, c'est toutes des statistiques qui démontrent que, je ne veux pas dire qu'il a été laissé à lui seul, mais qu'en avant de lui, il n'y avait pas l'équipe nécessaire pour gagner ou faire les séries même. Puis, je veux dire, saison après saison, il a apporté quand même l'équipe en playoff. Oui. Il nous offrait des saisons de qualité. Puis, je veux dire, on peut parler juste de manière de statistiques puis de performance sur une patinoire, mais c'est aussi tout ce qu'un athlète, l'être humain peut apporter en dehors de la patinoire. Et souvent, tantôt, il y a un de tes auditeurs à BPM qui parlait justement de Carey Price dans son véhicule, qui donne sa casquette au gars qui assigne. C'est tous des gestes qu'on n'a pas entendu beaucoup parler parce que Price n'est pas un gars qui s'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux comme les plus jeunes qui sont maintenant à la Ligue nationale. Ouais. C'est un gars qui, justement, c'est ça, c'est comme un héros obscur, c'est un héros, mais il ne veut pas trop s'afficher pour ne pas trop en entendre parler. Il n'aime pas trop attirer l'attention vers lui. Mais pour moi, quelqu'un qui mérite autant de respect en dehors de la patinoire que sur la patinoire, tous les joueurs de la Ligue nationale, tous les joueurs élites, les Alex Ovechkin, les Connor McDavid, les Sidney Crosby, les Anthony McKinnon, sont tous d'accord pour dire que Carey Price, c'est le gardien qu'il aimerait avoir pour un match numéro 7. Puis j'enlève rien à Vasilevski parce que c'est un excellent gardien de but. Mais selon moi, Carey Price est le meilleur gardien de but de sa génération. Oui. Et avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a fait, son implication, autant tu disais, dans notre population qu'avec les populations autochtones, tout ce qu'il a fait, les trophées qu'il a remportés, les records qu'il a franchis avec les Canadiens de Montréal, le respect aussi qu'il incarne dans le fait que il veut rester à Montréal, il veut terminer sa carrière à Montréal, puis je m'excuse, mais n'importe quel gardien de but aurait pu faire à l'inverse de Carey Price, c'est-à-dire dire, regarde, moi, je veux vraiment penser comme plus au plan individuel. La seule affaire qui me manque dans ma vie, c'est une Coupe Stanley. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut. Il a commencé avec Montréal, il veut finir avec Montréal. Quand même bien qu'on recommence dans une certaine reconstruction avec des plus jeunes, il veut être là pour jouer un rôle primordial. Puis je m'excuse, mais pour avoir refusé de se faire échanger, puis qu'il veut rester à Montréal, il sait très bien ce qui attendait Montréal cette année, l'autre année d'avant, puis l'année prochaine. Puis on s'entend entre toi et moi, Loric. Price, il était au courant de sa condition médicale. Oui. Probablement qu'il savait déjà qu'il ne pourrait pas jouer cette saison-ci, mais il a décidé de rester ici. Pourquoi? Parce qu'il veut continuer de jouer le rôle du mentor qu'il fait avec le Canadien de Montréal, puis il veut continuer d'apporter des affaires dans le vestiaire puis en dehors de la chambre pour les jeunes qui arrivent à Montréal. Parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux ça que lui-même. Exact. Fait que ce gars-là mérite de voir son chandail retiré et il mérite d'être intronisé au temps de renommée. Et que j'en entends pas un sortir l'argument des Coupes Stanley. Honnêtement, c'est un argument dépassé. La parité est rendue tellement énorme. J'ai fait une vidéo de 17 minutes là-dessus quasiment. Là. J'ai pas mal dit tous mes points dans cette vidéo-là, mais je vais en revenir sur un. La parité dans la Ligue nationale est rendue tellement énorme que les Coupes Stanley sont rendues tellement difficiles à en gagner une. C'est le trophée le plus difficile à gagner dans le sport. Selon moi, l'argument des trophées n'est plus valide comme argument majeur. Il est valide, mais plus comme argument majeur. Ouais. Et là, vu que tu dis je ne veux pas en entendre un parler, moi, je suis tanné, je suis en fait tanné, épuisé, exténué, peu importe, qu'on parle du maudit salaire. Je suis plus capable d'entendre parler de ça. Oui, actuellement, c'est sûr que 10,5 millions, c'était cher. Bon, mais là, de toute façon, on ne peut pas en entendre parler parce qu'il ne nous coûte plus rien. Ouais. Mais je veux dire, 10,5 millions pour ceux qui chialaient constamment sur le fait que c'était gagné trop cher pour Carey Price, je m'excuse. Mais tu as des gars qui gagnent le même ou plus, ce salaire-là. Mais il y a des raisons. C'est drôle parce que c'est le réplique que j'avais en tête.
Mais, je veux dire, des gardiens de but élites, t'en as un seul dans une équipe. Des attaquants, de bons attaquants de qualité, tu peux en avoir plusieurs dans une équipe. En fait, au total, tu as 12 attaquants dans une équipe. Puis c'est tout réparti là-dedans. Tu sais, as des gars qui vont gagner 7 millions puis qui vont jouer sur une troisième ligne. T'aimes-tu mieux avoir un gars qui te coûte 7,4 millions sur une troisième ligne ou un Carey Price qui coûte 10,5 mais il est goaler numéro 1 puis qui va te goaler 55-60 matchs par année? Et qu'à lui tout seul, il est capable de t'emmener en finale de la Coupe Stanley. Littéralement à lui tout seul. C'est exactement ça. Puis je veux dire, les gens qui chiolaient, qui chialent encore sur le fait que Carey Price est une petite princesse, qui est tout le temps blessé, qui est tout le temps ci. Je m'excuse, là, mais le gars, il a été surutilisé tout au long de sa carrière. Il en a gaulé plus que qu'est-ce qu'il aurait dû gauler. Il y a eu des minutes de fou, là. C'est fou comment il a gaulé, puis il a gaulé, puis il a gaulé. Puis ce gars-là, ben, il s'est fait rentrer dedans par un maudit cave. Fait que ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça va venir me chercher. Mais tout ça pour dire que oui, moi, c'est même pas une question, mais c'est sûr que mon côté fan veut le voir accomplir ces deux choses-là. Mais pour moi, c'est pas une question. Je pense que de se faire introniser, ça va prendre plus de temps. Ouais. Mais de voir son chandail retiré quand il va prendre sa retraite, ça, je ne verrais pas pourquoi ça devrait prendre du temps. Bon. C'était l'avis de Olivier Lecourt. Mais tu es d'accord avec moi? Tu es pour ces deux choses-là? Ben oui, je suis très d'accord. J'ai même fait une vidéo de 17 minutes là-dessus dimanche passé. Donc, moi, j'ai même pas besoin de donner mes points là-dessus. Je les ai déjà tout dit. Pour eux qui les ont ratés, allez voir la vidéo, est disponible. Alors, sur ça, c'était le retour officiel de NDS Podcast. On salue Seb. Seb, que j'ai complètement oublié de mentionner dans les deux parties. Vrai. Il ne peut pas venir ce soir. Ça l'a fait énormément compléter le mot. On sait toute l'expression. Mais il est déçu de ne pas être venu pour relancer cette chaîne. C'est dommage, Ced. On te salue. J'ai complètement oublié. Je t'ai écrit en plein show en plus que j'allais te mentionner. Excuse-moi. Alors, sur ça, c'était Olivier Lecourt. J'espère que vous avez aimé son retour avec nous. C'était Lorik Salvaille de NDS Podcast. Et sur ce, passez une excellente journée. Salut tout le monde.